Bien le bonsoir. Dans l'actualité, ce coup de frein des transporteurs affiliés à la CNTS, coup de frein bien ressenti par les usagers. Une grève de 48 heures sur le territoire national. Le ministère du Transport déniche une anguille. La gestion de la nouvelle gare routière Beau-Maraîcher, pourtant régulièrement attribuée en privé selon le communiqué du ministre. Et puis nous marquerons un arrêt sur Macky 2012, la cacophonie qui gagne des décibels avec les sorties d'alliés malgré le point sur la table de Macky Sall. Tourisme responsable communautaire, la tutelle est en réflexion avec des ONG italiennes pour développer ce concept. Par ailleurs, le ministre Youssou N'Dour invite près de 700 hôtels et auberges à se mettre en règle. Deuxième tour de la présidentielle au Mali. Les premières tendances sont plutôt favorables à Ibrahim Boubacar Keïta. Notre envoyé spécial nous fait le point de la situation en fin d'édition. Début de semaine ralenti par cette grève de 48 heures des transporteurs affiliés à la CNTS. La secousse du coup de frein corsé par surtout le week-end de fête. De nombreux citoyens en effet étaient en famille dans l'intérieur du pays. Et à Diallo et Pape Cheikh Ndiaye. Le quotidien des Sénégalais, perturbé par les 48 heures de grève du syndicat des transporteurs affiliés à la CNTS, entre longue attente et changement de leur itinéraire respectif, ce matin, les usagers de la route ont vécu un véritable calvaire. Je suis obligé de prendre 3 cars avant d'arriver à Almadies. 219 d'abord sur Ouakam, puis 217 sur le rond-point Almadies, puis prendre un clando pour arriver au Méridien Président. Donc c'est très difficile. Je suis là depuis à peu près 30 minutes. Je voudrais partir au parcelle Zasseni, mais jusqu'à présent je n'ai pas de voiture. Vraiment ça nous pénalise quoi. Bon, j'avais cours, mais je crois que je dois rater ce cours-là quoi. Quand certains peinent à trouver un véhicule, ce chauffeur, lui, aide les gens qu'il croise à rejoindre leur lieu de travail. Depuis ce matin, quand je vois quelqu'un qui est confronté à ce manque de moyens de transport, je l'amène avec moi. Comme ce monsieur, je l'ai pris en cours de route et j'ai décidé de le déposer. Les usagers des transports en commun, très soucieux des conséquences économiques que cette grève pourrait engendrer, invitent l'État et les transporteurs à trouver une solution. Les gens doivent s'entendre avec l'État. L'économie, ça ralentit parce que beaucoup de gens ne parviennent pas à aller au boulot aujourd'hui. Nous travaillons et comme on n'a pas trop de moyens, on n'a pas de voiture, on est obligé de prendre les transports en commun pour aller dans les lieux de travail. Et s'il y a grève des professeurs, ça nous retarde, quoi. Donc ça bloque l'économie, quoi. Un secteur paralysé, des Sénégalais confrontés à de réelles difficultés. Le transport, un secteur clé. Quand il est au ralenti, l'économie aussi. Et puis ces précisions du ministère des Transports dans un communiqué, le département fait observer que le réel motif de la grève est plutôt lié à la gestion de la gare routière dénommée les Beaux-Maraîchers. Sa gestion est déléguée en privé suite à un appel d'offres. Par ailleurs, le communiqué souligne que la modernisation des infrastructures, des moyens et des normes de transport routier reste une optique irrévocable pour le gouvernement du Sénégal. Voici le directeur des transports. Que la gare routière puisse être fabriquée avec un financement extérieur de 7 milliards 500 millions, que l'État fasse cet investissement de très grande portée pour l'amélioration des conditions de vie et de transport des usagers, et le gouvernement cherche à reculer là-dessus. Non, ce n'est pas un problème de recul ou d'avancer, c'est un problème de mettre en place des structures qui permettent aux usagers de voyager dans de très bonnes conditions. Par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, notamment la recrudescence des accidents et tout, mais c'est normal que aussi le président de la République prenne ses responsabilités, et c'est dans ce cadre-là qu'il a parlé du permis à points. Le permis à points, il n'en a pas parlé autrement que pour impulser une réflexion. Je ne pense pas que ça soit vraiment un point important qu'il faille qu'on aille en grève. Donc le mercredi 14, dans l'après-midi, nous allons nous rencontrer sous l'égide du ministère de la fonction publique qui est en charge de l'emploi pour vraiment essayer de trouver un terrain d'entente sur l'ensemble des points qui sont posés.
Aliou Soum est le secrétaire administratif du syndicat des transporteurs affiliés à la CNTS. Il est avec moi sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Soum. Bonsoir, Khalifa. Alors, réaction, d'abord, la première question, avez-vous pris connaissance de ce communiqué, ce dernier communiqué du ministère des Transports? Oui, effectivement, nous venons d'apprendre cette communication. Mais je dois dire que la communication du ministre montre effectivement que voilà, nous avons des autorités qui ne se soucient pas des problématiques du transport. Alors dans la teneur de ce document, on souligne un motif non avoué, c'est-à-dire la gestion justement de cette nouvelle gare routière, les baux, maraîchers, qu'est-ce qu'il en est exactement? Comme je l'ai dit, vous savez, le ministre a sur sa table une plateforme revendicative qui regroupe 12 points. Donc parler d'un seul point, à savoir la gare routière, la nouvelle gare routière, je pense que c'est manquer de respect à notre revendicative. Alors qu'est-ce qu'il en est à ce sujet? Ce qui se passe est que nous avons déposé une plateforme revendicative depuis le 23 juillet 2012, que nous avons renouvelée le 11 mai. Effectivement, comme le ministre vient de l'avouer, c'est une autorité qui tarde à réagir face à cette situation. Il semble dénoncer un enjeu plutôt financier qui vous motiverait. Dénoncer, ça, je pense que ce serait tellement grave. C'est manquer de respect à la limite. Alors qu'est-ce qu'il en est? Votre secrétaire général a-t-il soumissionné ou pas? C'est vrai que nous avons soumissionné. Oui. Puisque les conditions lesquelles l'État avait demandé la gestion de la gare routière, je pense que personne n'est mieux placé que nous pour ça. Très bien, sauf que l'offre n'a pas été acceptée. Vous avez fait un recours auprès de la RMP qui a été débouté. Du coup, vous avez été débouté là-dessus, sur ce recours-là. Mais vous savez, le problème se pose ailleurs. Le problème, c'est la gestion de la gare routière qui pose problème. Alors, votre frustration née de cette offre sans succès motive cette grève? Non, la motive de notre grève, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons déposé une plateforme revendicative qui tourne autour de 12 points essentiels. Oui. Vous savez, le problème de la gare routière, ce n'est qu'un point parmi tant d'autres. Très bien. Donc, si le ministre ou bien nos autorités aujourd'hui veulent camper le débat sur ce seul point, je pense que c'est dire que voilà, nous avons des autorités qui ne soucient pas de problématiques qui se posent au niveau du transport. C'est sans doute suite à la position que vous avez affichée après justement cette décision, que vous n'acceptez pas apparemment. Vous n'acceptez pas que la gestion de cette gare routière soit confiée à un privé. Vous vous sentez plus légitime? Non, ce que nous déplorons, c'est la gestion de la gare routière envisagée pour cette gare routière. C'est vrai que il y a un opérateur. Donc vous n'êtes pas d'accord? Nous ne sommes pas d'accord. La gestion dans le... Parce que vous savez, le problème qui se pose aujourd'hui... Quelque part, le ministre a raison sur ce point. Au moins, on est d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord... Nous ne sommes pas d'accord. Parce que, très bien, vous savez, le problème qui se pose, le réel problème qui se pose est que nous sommes d'accord à ce que la gare routière soit gérée par ce dernier, soi-disant ce dernier. Puisque vous savez, on est dans un pays qui se développe. Nous sommes d'accord. Oui. Mais le problème qui se pose, ce dont nous ne sommes pas d'accord, c'est la gestion envisagée. Parce que quand je dis gestion envisagée par cette gare routière, vous savez, Khalifa, pourquoi vouloir gérer cette gare routière et laisser en rade les acteurs qui s'exerçaient dans la gare routière antérieure, à savoir la gare routière de c'est apparemment la loi de l'appel d'offres. Vous savez, aujourd'hui, on parle de création d'emplois. Je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut régler le problème du transport, il y a des acteurs, il y a des travailleurs. Même s'ils n'ont pas la meilleure offre? Non, il ne s'agit pas d'une meilleure offre. Il s'agit de la gestion, il s'agit d'une création d'emplois. Oui. Je pense que personne n'est mieux placé que nous pour exercer dans la gare routière. Je pense qu'on ne peut pas imaginer, on ne doit même pas imaginer gérer une gare routière d'envergure et laisser en rade les acteurs que nous sommes. Donc le point phare de ces 12 points de la plateforme reste tout de même la gestion de cette gare routière? Tous les 12 points inscrits dans notre plateforme revendicative, je peux dire que c'est des points phares. Parce que imaginez aujourd'hui,
la protection sociale des chauffeurs, je pense que ce point-là, c'est un point. Il dit l'envisager également dans son communiqué, de toute façon, que c'est en marche. Vous savez, le problème qui se pose aujourd'hui, je pense que, et j'interpelle les autorités, c'est de prendre au sérieux notre plateforme revendicative, compte tenu de notre représentativité, compte tenu de l'importance qu'occupe le transport. Nos autorités feraient mieux de nous appeler et discuter autour de notre plateforme revendicative et non manquer de respect à nos revendications. Donc le ministre dans son communiqué toujours met en avant sa volonté de moderniser les infrastructures. Nous sommes bien d'accord que l'insalubrité au niveau de la gare routière est bien réelle. Si vous n'avez pas été capable de gérer la propreté au niveau de cette gare routière, seriez-vous capable justement d'en gérer une autre? Khalifa, vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, je pense qu'il y a plus de 1000 gares routières. C'est juste un constat, vous n'avez pas fait vos preuves, en tout cas au niveau de Colobane. Vous savez, aujourd'hui, je pense que le transport a été géré depuis belle lurette. Et aujourd'hui, dénoncer notre système de gestion, c'est manquer de respect à l'organisation du transport. Parce que vous savez, même si les usagers, même si la santé des usagers est exposée quand ils voyagent, quand ils arrivent à la gare routière. Mais nous œuvrons pour la santé des usagers. Oui. Parce que vous savez, même le chauffeur qui s'avère être un travailleur, ça fait parmi des usagers. Préconiser la santé des usagers, mais aussi il faut préconiser la santé des travailleurs, parce que ce sont les conducteurs qui transportent les usagers. Très bien. Donc, tout doit être réglé. C'est ça que nous voulons. Alors, M. Soum, le constat est réel. Les Sénégalais sortent de la Korité. Beaucoup ont été en famille dans l'intérieur du pays. Le retour était très, très difficile. Sorti de ce constat, qu'est-ce que vous envisagez? Lever le mot d'ordre ou poursuivre quand même les 48 heures? Oui, je dois dire que je dois demander pardon d'ailleurs à la population. Vous savez, cette situation, nous la déplorons. C'est indépendamment de notre volonté. Mais puisque nous ne pouvons pas faire autrement, la grève, c'est une arme de guerre d'ailleurs pour un travailleur, pour un syndicaliste. Nous l'avons fait dans le but d'amener nos autorités à réfléchir autour de notre plateforme revendicative, dans le but de régler la situation des travailleurs qui s'avèrent être des chauffeurs, des braves travailleurs. Oui. Vous savez, le travailleur, le chauffeur, j'ai l'habitude de dire que c'est un travailleur comme tout autre travailleur. Oui. Le secteur des transports doit être organisé. Nous sommes partie prenante. Si quelqu'un vient aujourd'hui dans le but de vouloir régler le problème du transport et nous laisser en rade, je dois que cette personne-là, cette autorité, n'a pas la volonté de régler ça. Vous allez à la table de négociation mercredi prochain avec l'autorité. Est-ce que vous maintenez ce point qui concerne la gare routière, la nouvelle gare routière qui s'appelle les Beaux Maraîchers? Est-ce que vous maintenez ce point dans la plateforme revendicative? Absolument, nous maintenons tous les points inscrits dans la plateforme revendicative. Oui. C'est vrai que ce qui prouve encore une fois que nous avons une autorité qui ne se soucie pas du problème des transports. Bon. Parce qu'aujourd'hui, telle que la situation où on est, vouloir rester jusqu'à mercredi pour pouvoir s'asseoir autour du table, c'est encore prouve que nous avons un ministre qui ne se soucie pas du problème des transports. Merci en tout cas, M. Soum, de vous être déplacé. Soum est le secrétaire administratif du syndicat des transporteurs affiliés à la CNTS. Merci et bonsoir. Nous poursuivons cette édition avec Macky 2012. Le point sur la table de Macky Sall n'aura pas porté ses fruits. Le leader du BCG qui contresigne, dit-il, l'idée de la position contre les alliés, pourtant désapprouvé par le président Sall. S'y ajoute également ces propos assez acerbes du professeur Malik Ndiaye, compte rendu plutôt le récit de d'Issa Prera, comme pour dire que la cacophonie subsiste toujours.
Malgré cette sortie pour danser vertement les camarades de Ibrahima Sall, d'autres membres de la coalition sont revenus à la charge, notamment Jean-Paul Diaz qui estime que c'est une anomalie que la coalition soit absente du gouvernement et le professeur Malick Ndiaye qui intervient dans les journaux pour critiquer les propos du président de la République. Pour certains analystes de la scène politique sénégalaise, la coalition Macky 2012 se fait entendre pour ne pas être en rade dans la distribution des prérogatives. Ayant peu de poids politique, les partis qui la composent sont conscients du danger qui les guette une fois que l'APR sera véritablement implantée. Les gens de Macky 2012, vous savez, là-dedans, il n'y a qu'à regarder la composition. En dehors de Jean-Paul Diaz et un peu d'Ibrahima Sall qui a pendant longtemps fait un compagnonnage sous le parapluie de Kara. Donc en dehors de ça, vous vous retrouvez avec des gens qui n'ont pas beaucoup de présence. Vous savez, n'avoir pas de présence sur la scène politique ne signifie pas n'avoir pas de la qualité. Ils peuvent en avoir, mais ils n'ont pas de visibilité. Ceux qui ont la visibilité, donc, c'est ceux qui étaient ce qu'on a appelé la social-démocratie, les Niass, les Tanor, etc. Donc ceux-là sont connus, représentent quelque chose dans l'opinion. Et Macky s'est dit, je ne peux pas prendre le risque de me débarrasser de ces gens-là tout de suite, avec des conséquences que je ne connais pas, m'accompagner avec des gens qui ne sont pas encore très connus. Donc le temps qu'il fasse son APR, des gens qui sont dans Macky 2012, mais qui ne sont pas de l'APR, et que ça générait même à l'APR, parce que compte tenu de leur expérience, quelqu'un comme Jean-Paul Diaz, ces gens se disent, il vaut mieux que nous nous positionnions maintenant, parce que ne le faisant pas, demain, si Macky est fort avec son APR, ce qui va se passer, les grands perdants, ça va être eux. Pour d'autres, au-delà de cet aspect de positionnement, le parti du président de la République, en l'occurrence l'APR, est minoritaire à l'Assemblée nationale. Il n'a que 63 députés sur les 150. Les 83 autres appartiennent à la coalition Benno Bokk Yakaar, d'où l'intérêt de Macky Sall de les ménager. Quand Jean-Paul Diaz parle, je crois qu'on est ici dans une logique alimentaire, parce qu'il a parlé de ses alliés de Macky 2012, qui doivent être servis en tout cas avec la cuillère, alors que les autres ont été servis avec vraiment une louche. Donc ici, on est un peu dans une métaphore alimentaire. Et ça veut dire beaucoup de choses. Parce qu'en réalité, les gens ne mettent pas la compétence dessus, mais tout simplement, ils mettent tout simplement en tout cas l'aspect alimentaire pour la rétribution des postes au sein du gouvernement de Macky Sall. Donc il y a eu beaucoup de discordances au sein de Macky 2012. Et c'est normal aussi. C'est normal qu'au sein de Macky 2012, que les gens parlent ainsi, parce que il ne représente pas quand même un poids électoral très significatif quand même qui puisse aider le président de la République à remporter les prochaines échéances présidentielles. Contrairement bien sûr à Benno Bokk Yakaar quand même, qui quoi qu'on puisse dire, vraiment en tout cas a un poids électoral quand même non négligeable. Et si on regarde aujourd'hui la configuration de l'Assemblée nationale, et c'est normal que Macky quand même demande à ce que ses alliés quand même vraiment soient respectés, parce que il faut rappeler que Macky n'a que 63 députés apéristes au sein de l'Assemblée. Ce qui veut dire que 87 députés n'appartiennent pas, comment dirais-je, au parti au pouvoir. À la question de savoir s'il faut ou non dissoudre la coalition Macky 2012, nos observateurs estiment que sa disparition aurait peu de conséquences sur l'avenir politique de Macky Sall. Le tourisme responsable communautaire est au cœur d'une réflexion entre la tutelle Fondazioni for Africa et l'ONG CISV. Le concept et la charte font l'objet d'échanges. Depuis ce matin, la Maison de la Culture d'Outasek accueille cette rencontre qui prend fin demain. Cet atelier de réflexion a permis aux différents acteurs du secteur d'échanger sur le tourisme responsable communautaire, un concept qui met l'accent sur la communauté d'accueil et la valorisation du patrimoine local et environnemental. Il favorise les retombées économiques et sociales en faveur des populations locales. Le tourisme responsable est une voie pour un développement durable des communautés locales du Sénégal. On a partagé cet esprit avec beaucoup de structures de tourisme responsable qui étaient déjà en place. Lors de cet atelier, la définition du concept de tourisme responsable a été au centre des débats, mais aussi sa structuration et son institutionnalisation. Le temps, il était important, le temps était mûr, que le ministère du Tourisme et des Loisirs avait commencé
à être l'acteur premier donc, de promotion de ce type de tourisme qui existe et contribue à diversifier l'offre du Sénégal. La rencontre présidée par le ministre du Tourisme a connu la participation d'Arturo Luzi, ambassadeur d'Italie au Sénégal et d'autres partenaires du secteur. Le ministre, après avoir effectué une visite des produits du tourisme responsable communautaire, rassure ses acteurs. La Fondation Nifo Africa, d'abord, travaille avec nous depuis très longtemps et d'abord n'ont pas attendu notre arrivée. D'abord, on a commencé un travail très important avec le FESPOC déjà, et développer autour de cela tous les produits qui pourraient accompagner le tourisme communautaire. L'occasion a aussi été saisie par le ministre du Tourisme pour apporter des éclaircissements concernant la mesure des visas biométriques. Le problème des visas est une décision communautaire. La CEDEAO, si vous voyez beaucoup de pays de la CEDEAO, déjà ont commencé l'application des visas biométriques. Le Sénégal a tardé à l'appliquer. Et au niveau du Code général des impôts que nous avons lancé au début de cette année, on a pris en compte cela. Cet atelier de 2 jours a pour objectif d'orienter et de promouvoir le développement du tourisme responsable. Et pour cette année, une exonération des visas va être accordée aux touristes, une mesure du président de la République pour soutenir le tourisme. Le ministre a par ailleurs relevé l'existence de 700 hôtels, près de 700 hôtels et auberges non déclarés, donc qui ne sont pas en règle. Youssou Ndour appelle les propriétaires à se mettre en règle pour améliorer surtout leur travail, mais également ses agents à diligenter les procédures pour leur faciliter la tâche. Le département a travaillé un peu sur l'identification. Vous savez, nous encadrons aussi les hôtels. Et nous avons commencé un travail ici avec des jeunes qui nous ont aidés à identifier le nombre qui servent pour les touristes et des hôtels aussi qui ne sont pas déclarés au niveau du ministère. Nous en comptons aujourd'hui près de 700 qui ne sont pas déclarés et donc nous demandons solennellement à ces hôteliers de venir se déclarer au niveau du ministère pour permettre quand même au ministère de mieux suivre ce département. Ensuite, je crois que aussi à la direction de l'encadrement et de la réglementation, surtout de la réglementation, pour que quand même les délais soient réduits, pour quand même que les gens, quand ils déposent le dossier, qu'on ait maximum 48 heures ou 72 heures pour permettre de traiter ce dossier, pour permettre aussi à ces gens-là d'avoir l'autorisation et d'être en règle. Le marché du Bazin qui a subi une belle attaque de contrefaçon. Ganila, Bazin riche, mais que d'apparence, malgré tout, les recettes des vendeurs de tissus d'origine ne semblent pas avoir été affectées. Fini les préparatifs de la Korité, certains de ces vendeurs de tchoup et de Getzner se frottent toujours les mains. Selon eux, la conjoncture n'a pas changé la donne. Ça a vraiment fonctionné. Il y a des personnes qui n'achètent que de la bonne qualité. Après le Getzner, il y a Beau Président qui a beaucoup marché aussi, même si le prix est à 10 000 francs. Il faut le dire, ça ne change pas de couleur après lavage. Les gens ont acheté, mais il faut dire qu'ils ont beaucoup misé sur la contrefaçon. Mais quand même, ça va. La fête s'est bien passée. Il faut dire, ceux qui veulent de la qualité, en achètent toujours. On a vendu des Ganila, des Getzner. Vous savez, il y a des gens qui préfèrent toujours de la qualité. Ces femmes venues acheter du bazin teinté ou même artisanal affirment que la qualité n'a pas de prix. Oui, du Ganila parce que c'est la meilleure qualité. Ça dure, tu peux laver plusieurs fois, mais toujours c'est la même qualité. Je vais voir, en attendant peut-être je vais acheter 3 ou 4. Les boubous sont à 80 000 par boubou. Moi je n'aime pas le deuxième soir, moi j'aime toujours le premier soir. Cette année, les contrefaçons des bazins communément appelés Ganila ou Getzner ont envahi le marché. Cependant, cela n'a pas influé sur le chiffre d'affaires de ces vendeurs de tchoup. Conjoncture ou pas, certaines personnes préfèrent acheter de la qualité, disent-ils.
Et puis nous nous rendons dans la localité de Dara, qui a abrité une conférence scientifique sur les télécommunications historiques, enjeux et perspectives, une initiative des scientifiques membres de SUD, SUDDD, Scientifiques Unis pour le développement de Djolof. Voici l'intérêt de cette rencontre. Les jeunes ont peur parce qu'ils pensent que c'est un peu plus difficile, mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire parce qu'en fait, c'est un travail qu'il faut mener dès le départ et ensuite avoir un suivi. Rien n'est facile, il faut juste se lancer et avoir la motivation. Et une fois cela fait, je pense que le reste n'est pas approuvé. Le reste est un suivi de parcours et à finaliser dans de meilleures conditions. Certes, il y a un besoin de demander de moyens, mais je pense que c'est surtout un besoin d'organiser et d'envoyer des méthodes qu'il faut. C'est un appel que je lance à l'endroit des jeunes, de s'organiser, d'identifier leurs besoins, de s'orienter, de demander les métiers qu'ils veulent faire et de faire le travail inverse, c'est-à-dire de dire je veux faire tel type de métier et ensuite venir voir pour qu'on lui donne le parcours qu'il faut pour arriver à ce type de métier-là. Les associations de femmes de la région de Louga qui se mobilisent contre le VIH-Sida. La prévalence est très forte dans cette partie du pays. Les femmes qui sont les plus touchées décident de faire face. Tchernofal. Il n'y avait pas longtemps, le taux de prévalence du VIH-Sida était très élevé dans la région de Louga. Mais aujourd'hui, grâce à un important travail qui a impliqué tous les acteurs concernés dans la lutte contre cette pandémie, la prévalence a baissé de 0,7 à 0,1%. Ce taux est aujourd'hui le plus faible au Sénégal. La particularité de la région de Louga, on avait dit que la région est une région d'immigration et tout le monde liait l'infection VIH à l'immigration. Mais on s'est rendu compte, même si cela est possible ailleurs, qu'au niveau de la région, un travail important a été fait pour que vraiment le taux puisse connaître cette baisse importante. Cependant, le taux de prévalence est toujours élevé chez les femmes qui constituent la couche la plus vulnérable. Pour un homme infecté, il faut compter à côté 7 femmes. Effectivement, les femmes sont plus vulnérables. Et dans cette vulnérabilité, il faut comprendre aussi il y a la vulnérabilité biologique, vu l'anatomie de la femme. Il y a cette vulnérabilité socio-culturelle, si on parle des pratiques socio-culturelles. Pour faire face à cette situation, la FAFS, dans le cadre de son programme de prévention et de lutte contre le sida, a organisé une session de formation des relais ciblés par le projet. Si on part au niveau local, on va faire notre travail pour sensibiliser la population de Linguère, surtout la commune de Linguère et la commune de Dara. Cet atelier tenu dans la capitale du Ndjambour a réuni 20 femmes âgées de 25 à 49 ans venues des 3 départements de la région de Louga. Et puis Mali, on attend les résultats du second tour de la présidentielle de dimanche dernier. Pour l'heure, les tendances sont plutôt favorables à Ibrahim Boubacar Keïta, n'est-ce pas Ibrahim Kane? Tout à fait, Khalifa Diakhaté. Je peux vous dire qu'on a les résultats concernant Bamako et Ibeka est crédité de 88,75% contre 11,25% pour son rival de l'URD, Soumaïla Cissé. La vérification des procès-verbaux issus des bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national après dépouillement se poursuit et c'est la Commission nationale de centralisation du vote qui s'y attelle. Nous avons rencontré cette dite commission ce matin, c'est ce qui nous a permis de glaner ces informations et retenez que ces membres de cette commission travaillent jour et nuit dans les locaux de l'administration territoriale. En en croire le ministre de tutelle, les premières tendances pourront être annoncées dès demain. Quant aux résultats provisoires, il faudra attendre vendredi au plus tard, comme le stipule l'article 154 de la loi électorale malienne. Ibrahim Kane, merci. Suivez avec nous le reste de l'actualité internationale. Un point d'Amina Sow. En Égypte, la tension est loin de connaître son épilogue. Les partisans de Mohamed Morsi ne lâchent pas prise. Ils campent sur 2 places de Caire depuis 1 mois, alors que l'ultimatum des nouvelles autorités égyptiennes a expiré dimanche soir. La police annonce une vaste opération contre les manifestants pro-Morsi. Ces appels et menaces répétées des forces de l'ordre font redouter une montée de la violence. En 1 mois, plus de 250 personnes, essentiellement des partisans du président déchu, ont péri dans des heurts
avec la police ou avec l'armée. La présidente sud-africaine a annoncé que la santé de Nelson Mandela s'est améliorée. Sa petite fille d'indiquer qu'il peut désormais quitter son lit d'hôpital pour s'asseoir quelques minutes par jour. L'équipe médicale a toutefois rappelé que même si Madiba allait mieux, il restait dans un état critique. Nelson Mandela, âgé de 95 ans et hospitalisé depuis plus de 2 mois, il souffre d'une infection pulmonaire. En France, un militaire est arrêté pour tentative d'attentat contre une mosquée de la banlieue lyonnaise. Le soldat de 23 ans prévoyait de commettre son acte le jour même de la fête de Korité. Selon le ministre de l'Intérieur français, le militaire est proche de l'extrême droite radicale. En 2012, il avait lancé un cocktail Molotov contre une mosquée du sud-ouest de la France. 26 prisonniers palestiniens libérés ce mardi, l'annonce est du bureau du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, un geste qui entre dans le cadre de la reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens. La relance de ce processus de paix est à l'initiative des États-Unis.